j'ai fait ce qu'on appelle la Grande Traversée des Alpes, la GTA. Je suis parti de Menton au lac Léman, contrairement à ce qui se fait d'habitude. Donc généralement on part du lac Léman et on va vers Menton, du nord au sud. Là je l'ai fait du sud au nord. À savoir si c'était réellement une bonne décision, j'avoue qu'avec le recul, non. C'était pas... Ce sera à refaire, je ne le ferai pas de nouveau. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le fait de partir vers le lac Léman, on se retrouve dès le départ à Menton avec la mer dans le dos. Donc c'était dommage, c'est que j'ai raté ce parcours de Sospel à Menton, où on a vraiment une belle vue sur la mer, donc j'étais à chaque fois obligé de me retourner. J'avoue que ça perdait un peu de son charme. D'autre part, parce que lors de cet été, il a fait aride, donc toutes les sources étaient taries. J'avoue que là, ça m'a un peu contraint à devoir quémander mon eau. C'est pas courant de voir un randonneur sans eau, mais j'avoue que là, j'étais un petit peu pris de court. J'ai manqué d'eau, donc j'étais un petit peu déshydraté. Donc là, c'est un risque en plus. Ce sera à refaire, je le ferai dans le sens normal. Théoriquement, si vous démarrez du lac Léman et vous empruntez scrupuleusement le GR5, vous devriez avoir 600 km, ce qui représente 22 à 20 jours de marche, avec 10 heures de marche effectif. Et vous devriez terminer à Nice. Pour ma part, j'ai démarré de Menton et j'ai emprunté le GR52 déjà. Arrivé à Lavanois, j'ai réemprunté le GR55. Je me suis un peu permis de faire des incursions par les lacs d'Evans, donc mon but n'était pas d'aller tout droit, donc je me suis un peu permis de me balader. Je me suis emprunté des chemins de crête. En définitive, j'en ai eu pour 719 km, je pense, et 34 000 de dénivelé pour 28 jours. Pourquoi la GTA? Je pense que si vous vous posez la question, c'est pas la peine de continuer à regarder cette vidéo. Tout randonneur, à un moment donné, se pose la question de se faire la GTA ou des grandes traversées, en tout cas. Moi, pour ma part, j'ai fait des sessions de 2 semaines. Là, c'est vrai que c'était une première sur un mois, donc il faut savoir que pour faire la Grande Traversée des Alpes, il faut compter un mois, ça dépend un peu d'où vous partez. On peut la faire via la Grande Traversée, les balises normales, via Alpine. Il faut regarder sur le site, il y a différents tracés. On peut le faire via le GR5, et là, il y a toutes des variantes qui s'offrent à vous. Personnellement, je ne démarrerai pas de Nice. Cette partie-là, je l'ai déjà faite vers Nice et j'avoue que sincèrement, c'est moins alpin. Si vous aimez le côté alpin, je pense que le GR52 est plus... Puis voilà, vous tombez dans la vallée des merveilles, c'est incontournable. Une petite découverte en cours de chemin, je vous avoue, qui a été assez sympa. Et cet endroit, c'est le lac d'Evans, donc il y a toute une série de lacs d'Evans. Pour ce faire, ça se trouve, si vous faites le parcours dans le sens habituel, quand vous allez arriver à l'Arche, au moment donné vous êtes à l'Arche, vous allez passer dans la vallée du Lausannier, vous allez rejoindre le lac du Lausannier, le lac de derrière la Croix, ensuite vous allez faire l'ascension au col du Pas de la Cavale. En redescendant de l'autre côté, vous allez normalement tomber sur une bergerie et l'ascension du col des Fourches
est annoncé. Là, à ce moment-là, il ne faut pas aller vers la bergerie, mais partir sur la gauche en direction du col de Pourillac et aller vers le col de Fer. À ce moment-là, au col de Fer, vous retombez sur le refuge d'Evans et là, tous les lacs s'offrent à vous. Cette variante vers le lac d'Evans n'est possible, je pense, qu'en autonomie parce qu'il n'y a vraiment qu'à partir du col à partir de l'Arche. Je sais qu'à l'Arche, il y a un gîte et un camping. Mais entre l'Arche et le lac et le refuge d'Evans, là malheureusement, à part la bergerie, vous n'aurez rien. Donc c'est une longue étape si vous n'êtes pas en autonomie. Si vous êtes en autonomie, là il y a moyen de couper cette étape en deux, donc ça fait quand même un sacré bout de chemin. Autre possibilité, en arrivant pour moi dans mon sens, en partant du sud au nord, c'est arriver à l'Arche, au fait à ce petit parking de l'Arche, au lieu de reprendre cette partie asphaltée pour rejoindre le petit village de l'Arche, c'est que vous ne passez pas ce parking mais vous partez sur la droite et vous allez voir, vous allez traverser une route et vous retrouvez sur un plus grand parking. Et vous êtes à la frontière italienne, je pense, à ce niveau-là. Et vous reprenez l'itinéraire du tour du Chambéron qui va vous amener au col de Marinette. Au col de Marinette, vous passez ce col et vous avez la possibilité de rejoindre Madjasset et de reprendre le GR5 pour rejoindre Céliac. Donc ça, c'est une variante assez sympa parce qu'elle permet d'éviter tout ce bout de route. En fait, il y a toute une partie du GR5 qui passe par la route. Au niveau de la préparation aussi, les personnes se posent aussi la question de savoir si physiquement ils sont préparés à ce genre d'épreuve. Maintenant, j'ai envie de répondre que bon, tout dépend. Si maintenant vous n'êtes pas, moi sincèrement je l'ai fait, je randonne régulièrement et j'ai fait ce parcours sans être préparé. J'ai aucune préparation, je n'ai pas étudié mes cartes, je n'ai vraiment absolument rien fait, je n'ai pas préparé mes étapes. Je suis parti comme ça, donc sincèrement voilà, je suis un mauvais exemple, je l'avoue. Mais c'est pour vous dire que il ne faut pas forcément préparer son truc. Je crois qu'il faut bien se connaître, se dire, bon voilà, si vous ne vous sentez pas capable physiquement ou si vous avez des lacunes physiques et un mauvais entraînement, peut-être de se dire de rallonger les étapes, de ne pas faire ça en 28 jours, mais commencer à faire ça en 40 jours peut-être, étaler ça sur une période beaucoup plus longue pour pouvoir vous laisser plus de temps pour récupérer et pour pouvoir l'encaisser physiquement. Donc je crois que c'est gérable, hein. Il suffit un peu de connaître, de bien vous connaître, de connaître un peu vos limites, vos capacités et d'adapter. Maintenant, bien évidemment, je ne vous dirai pas si vous n'avez jamais pratiqué la montagne, si vous ne connaissez pas cet environnement-là, je crois qu'il faut quand même avoir conscience que la montagne reste quand même dangereux. Donc le problème d'une personne qui n'a pas l'habitude de ce genre de périple, c'est qu'elle risque de prendre tout et n'importe quoi. Et il faut savoir que le suréquipement a un coût financier, non pas du tout. Il y a cette question-là, c'est vrai d'une part, mais aussi la question du poids. C'est que
le fait d'être suréquipé va vous miner, ça aura un impact sur vos genoux, vous risquez d'avoir peut-être des blessures, donc le suréquipement a un coût. J'ai pris la décision de partir avec un poids limite qui était 15 kg, donc je n'ai pas dépassé les 15 kg. Je ne vais pas vous dire comment faire votre sac, je crois qu'il y a pas mal de sites qui vous expliquent comment faire votre sac, et sincèrement, j'ai envie de dire que c'est l'expérience qui va jouer là-dessus. Je crois que si vous avez envie de prendre un fer à repasser parce que ça vous chante, et que ça vous fait plaisir, que ça vous rassure, j'aurais envie de vous dire de prendre ce fer à repasser. Bon, maintenant, il va peut-être falloir faire un tri dans tout ça pour arriver à ces 15 kilos. Moi, pour ma part, il y a certaines choses que je ne prends plus, que j'ai pris l'habitude de prendre avec moi, qui ne m'ont jamais servi, que je ne prends plus. Comme une trousse de pharmacie ultra complète, j'avoue que si vous avez un sérieux problème en montagne, ce n'est pas une trousse de pharmacie qui va vous aider. Et sincèrement, faire de l'automédication en montagne avec un corps stressé, un environnement dans lequel vous n'avez pas l'habitude, forcément vous allez prendre un médicament. Allez, je vais prendre l'exemple d'une aspirine, vous allez prendre ça chez vous, ça ne va jamais poser de problème. Maintenant, prendre une aspirine en montagne, ça va peut-être vous jouer des tours. Moi, j'ai déjà eu des blagues avec de la bête aspirine. Donc, sincèrement, on va éviter, moi personnellement, j'évite l'automédication. Disons que sur la traversée des Alpes, vous allez rencontrer des pharmacies sans problème, donc ça ne sert à rien de vous surcharger. L'avantage de l'expérience, ce n'est pas le fait de savoir marcher, je crois que tout le monde, ça c'est clair, tout le monde sait marcher, c'est plutôt le fait de vous encombrer de tout et n'importe quoi, ou de vous ramener qu'un tarbe. Je vous avoue que ça c'est assez aberrant. D'accord, un tarbe dans les vols, ça peut encore le faire, dans les Ardennes sans problème. Maintenant, dans les Alpes, faire traverser des Alpes avec un tarbe, c'est un peu délicat. Et je vous avoue que les personnes que j'ai rencontrées, ça s'est mal passé pour eux. Mais bon, donc voilà, c'était des personnes qui n'avaient pas du tout l'habitude, qui n'avaient jamais fait ça, et elles ont réussi, je pense, à faire leur pari. Je les ai rencontrées quasi à la proche de Menton, donc elles y étaient. Bon, la fille qui s'est baladée en pensant dormir à la Belle Étoile, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je pense qu'elle va se reposer la question de savoir si c'était une bonne idée. Donc, je crois que la GTA est accessible à tous, sans problème, sauf qu'il faut être conscient des risques, des dangers, bien se connaître. Ça, c'est une chose, je crois, primordiale, c'est de savoir qui on est, connaître nos limites. J'avoue que ça aide pas mal. 2-3 premiers jours, il y a cette contrainte du poids, vous n'êtes pas habitué à porter un sac, donc les 2-3 premiers jours, ça va être difficile. Après, bon, évidemment, c'est parti, votre corps s'habitue au poids. C'est inné, c'est comme si vous étiez né avec un sac à dos sur le dos, donc il ne faut pas trop s'inquiéter à ce niveau-là. Les sorties sont praticables à la mi-juin. Le problème de la mi-juin, c'est que vous allez rencontrer des orages, ça c'est clair. C'est-à-dire que mi-juin et fin septembre, mi-septembre, c'est la période des orages. Et voilà, ici on peut voir les dégâts des derniers orages. On voit la base du tronc calciné, donc la foudre a dû lui tomber dessus. Il est tout calciné à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est brûlé au fait. Donc c'est... Et ça date des orages derniers parce qu'on voit là-bas les balises du GR. Elles viennent d'être peintes, donc elles ont été refaites il n'y a pas longtemps. Artisans Beats.
clair que c'est prendre un risque supplémentaire, partir à la mi-juin. J'étais des fois surpris de découvrir le GR52 carrément enneigé, on aurait pu faire du ski, donc c'est vrai que certaines années, mi-juin, c'est des fois difficilement praticable. En tout cas, il faut des piolets, il faut du matériel un peu plus adapté, des crampons, donc sans déconner. Donc il faut vraiment. Donc mi-juin, vous allez vous encombrer de difficultés en plus. Moi, j'ai pris la décision de faire ça mi-juillet jusque la mi-août. Donc j'ai vraiment une fenêtre assez sympa. Comme je savais que j'étais déjà physiquement pas prêt, j'ai pris la décision de faire ça à cette période-là. C'était une bonne fenêtre qui m'évitait les névés, parce que bon là, c'est fatigant. Je vous avoue que c'est assez sportif, hein. J'aime bien le côté névé, c'est vrai que ça c'est sympa de parcourir les Alpes encore enneigées, mais c'est une contrainte, c'est que physiquement ça va vous coûter, donc ça, vous allez avoir une dépense de calories supplémentaire. Pour une session de 15 jours c'est sympa, sur un mois ça va vous compliquer la vie, donc moi je pense que la bonne période pour la grande traversée, je crois que c'est juillet, début juillet vous allez affronter les orages, mais c'est toujours gérable, mais mi-juillet, mi-août, c'est une fenêtre idéale, je pense. Pour l'alimentation, moi j'avais prévu une semaine de déshydraté, donc j'étais avec une semaine de nourriture lyophilisée. Cette nourriture, évidemment, ça a toujours été au cas où, donc c'est-à-dire que si je ne trouvais pas de quoi me ravitailler, je passais sur du lyophilisé, donc généralement j'essaie de m'alimenter normalement. De village en village, j'achetais de quoi me nourrir, et au cas où, comme le GR52 par exemple, sur le GR52 c'est vrai que c'est peut-être un peu moins évident de trouver des commerces, donc là je passais sur du déshydraté. Une semaine, c'est un bon compromis. Le corps développe un certain automatisme où j'avoue que j'avais très facile à faire mes ascensions à condition de m'alimenter correctement. Et malheureusement, vers la fin, c'est vrai que j'ai pris le pli de manger pas mal d'hydrates de carbone, donc des pâtes, parce que j'ai remarqué que sur la fin, personnellement, j'avais des petites lacunes. Est-ce que c'est dû à mon régime végétarien du départ qui m'a un peu mis dedans? J'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai eu difficile vers la fin, donc c'était les hydrates de carbone. Mais c'est vrai qu'arrivé au lac Léman, une fois que je me suis arrêté, les piles étaient plates, hein. La grande traversée des Alpes et les régimes végétariens. Il faut savoir qu'avant de partir sur mon périple, j'étais végétarien depuis plus d'1 an. J'avais en point de référence mon ancien trekking où je m'alimentais normalement. Et ici, je dois dire que la première semaine, j'ai rencontré de grosses difficultés. Il faut savoir que d'embarquer et de prévoir cette logistique pour un régime végétarien va vous compliquer la vie. Donc si vous êtes végétarien et vous comptez faire la traversée des Alpes, vous allez avoir une difficulté supplémentaire qui est ce régime. Malheureusement, dans les refuges, c'est mal vu. Disons que je ne vais pas dire que c'est mal vu, mais certains refuges ne sont pas adaptés et ne vont pas pouvoir vous concocter un régime végétarien avec suffisamment de protéines pour vous alimenter. Et si vous n'avez pas prévu de complément alimentaire riche en protéines, je vous avoue que vous allez rencontrer de grosses difficultés. Malheureusement, c'est de prévoir ce complément pour 1 mois.
dans les petites surfaces que vous allez rencontrer, à part des lentilles, j'avoue que j'ai pas vu grand-chose au niveau des régimes végétariens, des compléments alimentaires. En tout cas, j'en ai pas vu. Maintenant, j'avoue que j'ai fait des sessions de 2 semaines dans les Alpes, c'est assez sympa, mais là, en fait, c'est pas tellement cette traversée qui est féerique, c'est le fait d'être en immersion pendant un mois, donc le fait d'être coupé de tout pendant un mois et d'être en immersion totale avec la nature, c'est ça qui est fabuleux. Ça aurait été dans n'importe quel endroit, je pense que le résultat aurait été le même. C'est vrai qu'une des questions qu'on se pose et que vous allez vous poser, c'est de savoir si physiquement vous allez être capable d'aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va en montagne, on pense aller à la rencontre de la montagne. Et contrairement à ce qu'on pense, je crois qu'on va à la rencontre de soi, de ses propres peurs, de ses propres difficultés. Et la première contrainte qu'on rencontre en montagne, les premières difficultés, c'est bien souvent soi. C'est d'avoir le mental. Bon, pour ma part, j'avoue que cette fois-ci, je n'ai pas été confronté à ce genre de problème, mais c'est vrai que c'est d'avoir le mental, de se dire est-ce que, d'avoir certains doutes, est-ce qu'on va pouvoir continuer, est-ce qu'on est capable de continuer. Et c'est là où je pense qu'il faut un peu se rassurer et faire le tri, c'est avoir confiance en soi et ne pas se poser ces questions-là. C'est-à-dire que c'est vrai que par moment, j'avoue que vers la fin, quand le temps commençait à devenir maussade, et que c'était quasi, j'avoue que j'ai jamais rencontré ce genre de situation, mais c'était quasi, le sentier était boueux, je me suis rétalé plusieurs fois et j'ai vu d'autres randonneurs tomber plusieurs fois, donc c'est clair que à ce moment-là, ça m'a légèrement effleuré l'esprit d'abandonner. C'est vrai qu'il y a eu cette idée d'abandonner, mais tous ces mauvais moments, et c'est vrai qu'il y a eu des mauvais moments, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'avec le recul, ces mauvais moments, je les ai oubliés, je n'ai gardé que le meilleur. Et je pense que c'est ça qui est magique dans ce type de périple, c'est qu'en définitive, ce qu'on va en garder, c'est le meilleur, c'est les bons moments. Donc je crois qu'il faut un peu oublier ces angoisses, se dire tiens, est-ce que je vais être capable ou je vais être à la hauteur. Je crois qu'il suffit de marcher et jour après jour, on anticipe. Si c'était à refaire, c'est vrai qu'il y a cette contrainte où on se dit que le lac Léman, c'est mon point de chute. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais tendance un peu à sortir des sentiers et aller à l'aventure, comme ça, en passant par le lac des Vannes, en allant faire des ascensions de crête. Et j'y prenais beaucoup de plaisir, donc j'ai fait des incursions. Mais bon, ces incursions m'ont coûté quand même assez cher parce que j'ai remarqué que je perdais du temps et que effectivement l'objectif qui était le lac Léman, je ne l'atteindrais pas. Donc c'est vrai que je me suis contraint à essayer de rattraper mon retard et avoir 10-12 heures de marche effective. Et pour ça, je me suis contraint à certains endroits où j'aurais peut-être voulu m'arrêter, des spots qui étaient assez sympas. Donc j'avais découvert des spots en cours de chemin et je me suis dit, bah non, ne t'arrête pas là, va plus loin. Malheureusement, à refaire, je crois que j'arrêterai de me mettre ça, de me mettre des objectifs, de me dire tiens, il faut que tu arrives là. Non, je crois que le but c'est de se faire plaisir. Et j'aurais dû m'arrêter sur ces spots, même quitte à faire 8 heures de marche et pas mes 10 heures, mais prendre plus de plaisir. Donc c'est vrai que ce sera à refaire, il y a de ça aussi. À revoir donc à vous de voir, ou peut-être m'accorder, mais bon, je crois que ça n'aurait pas été possible, à voir avec mon employeur, mais peut-être m'accorder plus de jours. Peut-être faire ça sur 40 jours, je pense que 40 jours, ça permettrait le temps réellement d'explorer. Mais bon, aussi d'un autre côté, je pense que j'aurais eu 40 jours, j'aurais encore plus flâné. Donc je crois qu'il n'y a pas de limite. Mais c'est vrai que se donner un objectif, c'est un tort. Donc, sincèrement, prenez peut-être le billet de train pour arriver au lac Léman, pensez au billet de train, mais le billet de retour, j'avoue qu'il faut improviser. Et c'est là où vous allez tomber, je crois que sincèrement, ça c'est un bon plan, je pense. J'ai arrêté de me mettre des objectifs comme ça, je crois que le prochain périple, ce sera les Pyrénées, mais je ne vais pas me mettre de point de chute. Je ne dirai pas, je dois arriver là. Le but, ça va être une immersion pendant un mois, et puis on verra ce que ça donnera. Et je crois qu'il faut réagir comme ça. Au niveau budget, pour un périple comme le mien, disons que sur 28 jours, je pense qu'en autonomie, il faut compter de 500 à 600, voire 700 euros pour 28 jours. Maintenant, en réservant au refuge, là, je pense qu'il faut tabler sur 1000-1200 euros pour une personne.
Le problème des refuges, c'est de devoir réserver à l'avance. Je vous avoue que sincèrement, pour un mois, pour ce type de périple, je pense que c'est difficile. C'est réalisable, mais c'est difficile. Et ça va être difficile au détriment peut-être de prendre des risques inutiles. Et je m'explique, c'est que si maintenant vous vous imposez des réservations, vous allez vouloir les respecter. Si maintenant malheureusement vous avez une embûche, vous allez accélérer le pas et c'est peut-être courir à l'accident. Donc quelque part, le fait de réserver, c'est peut-être ça qui va vous mettre en danger parce que vous allez vouloir respecter ce timing et d'être là au moment de la réservation pour ce jour-là. Donc ça va peut-être être... J'avoue que j'ai pas choisi ça et j'ai pas pris cette option-là. Puis il faut savoir que le Tour du Mont Blanc, si vous devez, comme l'expérience me l'a démontré, c'est que si vous êtes pris par le mauvais temps et que vous devez rester au même endroit pendant plus d'un jour, si vous devez décaler toutes vos réservations, j'avoue que pour le Tour du Mont Blanc, c'est irréalisable, c'est même, je pense que ça va être difficile. Pour le tour du Kéra qui commence à être fréquenté, je pense que vous allez rencontrer aussi quelques petits problèmes. Pour le refuge des Merveilles, je pense qu'on ne le fera pas non plus. Pour le refuge de Nice non plus. Et pour le refuge de la Madone de Fenestre, ça risque de poser des problèmes. Pour les refuges par contre délaissés et qui sont moins fréquentés, je pense que là, on pourra reporter les réservations. Mais c'est ça au fait, c'est de savoir où vous allez avoir une embûche et si vous allez pouvoir décaler. Donc à ce moment-là, c'est vrai que de démarrer du lac Léman, c'est peut-être plus intéressant, c'est pour pouvoir peut-être mettre derrière soi déjà le Tour du Mont Blanc, qui est une fameuse épine dans le pied au niveau de la réservation. Après le col du Bonhomme et le refuge du Bonhomme, il y a un refuge très sympa à ne pas rater, c'est le refuge du Plan Millage. C'est pas que je fais de la publicité pour eux, mais c'est clair, bon si, là indirectement si, mais c'est clair que c'est les seuls qui pratiquent des prix démocratiques. J'ai eu un accueil assez sympathique, malheureusement pour moi, c'est qu'au moment où je suis passé par là, bon, pas vu parce que je suis un inconscient, je n'avais plus un franc sur moi, je n'avais pas trouvé bon d'aller me ravitailler au niveau donc il me restait que 10 euros, je n'ai plus que profité d'un petit déjeuner. Je ne vais pas pouvoir vous décrire d'autres refuges, je vous conseille d'autres refuges, puisque je suis parti en quasi en autonomie, j'ai évité les refuges, j'ai fait que 2 refuges et 3 hôtels. Et j'ai favorisé les hôtels. Pourquoi? Mais parce que le rapport qualité-prix, je trouve ça plus intéressant. Sincèrement, on mange mieux, le confort est plus sympa par rapport au prix. C'est clair qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a un souci parce que certains refuges qui sont accessibles en voiture et les prix sont exagérés, donc je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que c'est pas copieux, donc sincèrement, vous allez rester sur votre faim.
Le souci, c'est qu'au niveau de la clientèle, on ne retrouve plus l'itinérance. C'est quelque chose qui a tendance, j'ai l'impression, a tendance un peu à ne plus être pratiqué. Donc on retrouve des gens qui sont là la semaine. Et bon, pour ces personnes-là, effectivement, un repas très léger ne les dérange pas trop. Pour ma part, sincèrement, dans les refuges, c'était pas assez copieux. Donc, je ne pourrais pas vous conseiller des refuges, sauf peut-être un refuge à éviter, qui est ce fameux refuge du Tour du Mont Blanc, qui est le refuge Bel Achat. Pour la question qui se pose de savoir si on doit partir en solitaire ou accompagné, ça aussi, c'est aussi une contrainte à ne pas négliger, c'est que le fait d'être avec un partenaire, c'est une personne qui va avoir une marche totalement différente de la vôtre, plus rapide ou plus lente, qui va être dans des conditions, vous n'allez pas être forcément en phase, c'est pas possible que vous soyez en phase constamment. Donc il y a des moments où cette personne-là sera plus dedans, elle sera dans le coup. Vous le serez moins et vice-versa. Donc le souci, c'est que lui va peut-être vous pousser à l'accident. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est que vous allez vouloir adapter la même cadence que lui et malheureusement, vous allez peut-être courir à l'accident. Donc vous allez peut-être vous blesser. C'est peut-être bénin. Hein. Vous allez sans doute avoir une inflammation, tendon, de conneries pareilles. Donc voilà, ça, je pense que ça aussi, il faut réfléchir. Le fait d'être accompagné aussi, c'est vrai que c'est sécurisant. Moi, j'avoue que le fait d'être accompagné, c'est quelqu'un qui peut vous porter de l'aide au moment opportun, mais c'est aussi quelqu'un qui, potentiellement, risque aussi de devoir être secouru à un moment donné. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi se poser la question. Village de Modave, j'ai pas trop d'avis sur la question parce que Modave voilà, c'est assez étrange comme village. Je vous avoue que sincèrement ça m'a laissé une drôle d'impression. Il n'y a rien à voir. Donc Modave, par contre Briançon, c'est vrai que là le petit village fortifié était assez sympa, donc j'ai bien aimé Briançon. Maintenant, le parc de la Vanoise, on m'en avait dit pas mal de bien. C'est vrai que le paysage est magnifique, je ne dis pas, je n'en disconviens pas. Le souci, c'est que les sentiers me semblaient plus sauvages dans le sud. Donc j'aime bien ce côté dans le sud où on parcourt des sentiers déboulis, c'est de la caillasse, c'est très sauvage, ça fait très montagne. On a l'impression réellement d'être en contact avec la nature, c'est plus sauvage. Donc dans le parc de la Vanoise, les sentiers sont plus des chemins, ça s'apparente plus à des chemins et j'appellerais pas ça des sentiers, donc c'est très praticable, c'est facilement accessible, donc ça c'est un petit peu le côté décevant de la Vanoise, je n'ai pas aimé. Par contre, bon, la Vanoise, les paysages étaient beaux, mais c'est les sentiers que je n'ai pas aimé, hein, je précise. Donc ça j'ai bien aimé, c'est le lac des Vaches, parce qu'il y a cette sorte d'empierré en plein milieu du lac, c'est assez féerique et c'est un peu surréaliste de devoir traverser ce lac en plein milieu de ce lac. Donc ça, j'ai bien aimé. J'avoue que je l'accorde, c'était assez sympa. Le Tour du Mont Blanc, malheureusement, ça c'est quelque chose que j'ai du mal. Hein, malheureusement, avec le Tour du Mont Blanc, je dis pas, hein, le fait d'avoir ce Mont Blanc à vue, c'est magnifique. J'aime bien le Mont Blanc. On voit le pic du Midi. L'aiguille du Midi, excusez-moi, on voit l'aiguille du Midi, tout ce qu'on veut, mais le souci c'est la population, la masse de personnes qu'il y a, ces touristes en masse là, sincèrement c'est indigeste. En plus, assez fou, c'est que c'est quasiment l'impression qu'il y a un Boeing de japonais qui s'est écrasé dans le coin et on se retrouve avec tous ces japonais. J'ai pas aimé, en fait, et je n'aime pas, sincèrement, j'ai fait le tour du Mont Blanc. Début septembre et j'avoue que je trouvais qu'il y avait pas mal de monde là, sincèrement quand je suis passé j'étais content de l'avoir fait en début septembre, mais sincèrement le Tour du Mont Blanc c'est trop commercial, je n'aime pas du tout. Donc la GTA croise en fait le GR5 croise le Tour du Mont Blanc sur 2 jours et j'avoue que ces 2 jours là on est content de les passer. Par contre un truc que j'aimais bien c'était quand même cette vue des Dents du Midi. Il y a un moment où on avait toujours les Dents du Midi derrière soi, c'était assez sympa. Ça, j'avoue que j'ai bien aimé. Voilà, oui, l'arrivée sur le lac Léman aussi est magnifique. Hein. C'est arrivé sur le lac Léman où on est au dernier col, où on voit un petit lac de montagne, ce dernier petit lac de montagne, et ce grand lac Léman majestueux qui est là dans le bas. Et j'avoue que ça a de la gueule, il n'y a rien à dire, c'était quand même magnifique. Donc ça, j'ai bien aimé. Malheureusement, c'est que quand je voyais le lac Léman, je savais que c'était la fin, donc sincèrement, c'était un
petit pincement au cœur, on aurait voulu que ça continue, mais il fallait quand même bien rentrer. Mais c'est vrai que c'était majestueux. Donc, j'ai pas eu le plaisir de voir la Méditerranée et Menton dans le bon sens, mais j'ai vu le lac Léman. Ça, c'est un des avantages de le faire dans ce sens-là. Voilà que j'ai un peu oublié. Oui, cette fameuse crête avant d'arriver, ça j'avoue que je ne connaissais pas. Hein. Avant le refuge du Bonhomme dans le Tour du Mont Blanc, là, c'est vrai que ça fait partie d'un autre tour dont j'ai oublié le nom actuellement. Qui était assez sympa, c'était ce passage en Crète, où j'étais assez surpris, c'est qu'une personne que j'ai croisée m'a dit qu'elle avait rencontré des problèmes avec le vent, donc elle m'a dit qu'elle avait failli se faire emporter par le vent. J'avais tendance à sourire en me demandant si elle n'avait pas un peu abusé des bonnes choses de la montagne. Je me dis tiens, mais si effectivement, plus loin, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire parce que j'étais carrément soufflé par le vent. Donc c'est assez surprenant. Et cette crête là, j'ai bien aimé ce passage en Crète, c'était assez sympa avant d'arriver sur le refuge du Bonhomme. Le but, c'était quand même de rechercher un petit peu de solitude. Là, sincèrement, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre les gens qui font le TMB, le Tour du Mont Blanc. C'est une horreur. C'est hyper fréquenté, c'est hyper commercial. Sincèrement, ça ne me déplaît. Bien que la vue du Mont Blanc, ça reste quand même quelque chose de majestueux, mais ça gâche tout. Donc c'est vrai que ça, malheureusement, à constater aussi que le Tour du Queyras, c'est quand vous arrivez à Céliac, le Tour du Queyras aussi commence à être fort prisé, donc il commençait à y avoir du monde aussi, malheureusement. Donc c'est ça le plus... Je pense que si vous entreprenez de faire cette grande traversée par le GR5, c'est un élément à prendre en compte. Si vous avez envie de solitude, il va falloir peut-être prendre la voie classique de la grande traversée que de passer par les GR. Bon, les GR sont assez fréquentés, j'avoue qu'effectivement, par moment, c'est une affluence de population assez conséquente. Le mauvais moment de ce périple, ça a été du côté de Montjoie. Les contamines, le gros souci, c'est que le massif du Mont Blanc, par sa masse, a tendance à influencer le temps. Donc là, j'avoue qu'il a fait plus froid, pluvieux. Et chose assez exceptionnelle, c'est qu'on a souffert d'orages et ça a commencé dès le matin. Je crois qu'à 6h du matin, les orages commençaient et ont perduré toute la journée. Donc là, c'était gros plan galère pour ma part, c'est qu'à Montjoie-les-Contamines, je me suis arrêté à un hôtel et j'ai passé une journée entière à attendre que la pluie cesse. Donc malheureusement, l'étape de Montjoie-les-Contamines, je ne l'ai pas faite. J'ai été directement aux Ouches, donc j'ai pris le train pour arriver jusqu'aux Ouches, la gare des Ouches, pour reprendre mon périple et récupérer l'étape que j'avais perdue à l'hôtel. Donc je suis resté pendant une journée à l'hôtel. Donc j'ai un peu triché. J'ai effectivement cette étape qui n'est pas mon effectif. Mon arrivée à Saint-Gingolph a été plutôt furtif. J'avoue que sincèrement, à peine débarqué, j'ai commencé un peu à être pris à la gorge parce que cette population, sincèrement, au bout d'un mois d'immersion comme ça, retrouver toute une population, j'avais qu'une seule envie, c'était de fuir. Donc je ne sais pas, il faudrait que je me fasse suivre sans doute, c'est peut-être une pathologie, j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est très beau, j'ai bien aimé le lac Léman, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de rentrer. Arriver là sur place. Et Menton, pareil. Hein. Bon, Menton, c'est vrai que je suis arrivé, mauvaise idée, avec le recul, je suis arrivé un 14 juillet, le jour de fête nationale français. C'est pas forcément un bon plan. Il y avait pas mal de monde. Je devais théoriquement attendre là, à l'arrivée, à la descente du TGV, il était 22h, je devais théoriquement passer ma première nuit à Menton en camping. Bon, j'ai appris que le camping avait été repris, il y avait apparemment des soucis, mais la question ne se posait même pas, je ne pouvais pas rester là. J'ai entamé mon périple en pleine nuit, il était 22h, j'ai fait peut-être 7 km ce jour-là en soirée, donc dans le noir. Je ne pouvais pas rester à Menton. C'est pour ça d'ailleurs que les photos que vous allez voir de Menton, j'ai une photo de nuit, parce que j'ai commencé mon ascension nuit. Donc, il y a ce souci, je pense qu'effectivement, je crois que je ne suis pas le seul. Hein. J'imagine que vous êtes aussi nombreux à regarder cette vidéo, à penser ça et à vous sentir étouffé, mais moi, sincèrement, la masse de population comme ça, c'est ingérable, j'ai du mal à supporter. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de fuir de Menton, et la première chose que j'ai fait à arriver à Saint-Gingolph, c'est de partir de Saint-Gingolph. Personnellement, ce que je retiendrai de cette grande traversée, eh bien, c'est cette aventure d'une immersion d'un mois en pleine nature. Ça, c'est clair que c'est peut-être de la gourmandise de ma part, mais c'est plus satisfaisant. Disons qu'au bout d'un mois, c'est plus palpitant.
C'est vrai que, étrangement, il y a eu des mauvais moments, on a tendance à les oublier très rapidement. Bon, ils n'ont pas été conséquents non plus, ils n'ont pas porté non plus à conséquence. J'espère que pour vous, ce sera le cas aussi, mais c'est vrai qu'on a tendance à les effacer et on garde à l'esprit que ces moments-là. Malgré tout, même s'il n'y a pas de démarche dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a toujours une remise en question, une démarche un petit côté spirituel où c'était aussi des rencontres, parce que la grande traversée des Alpes, c'est aussi une période où vous rencontrez d'autres personnes qui sont plus disposées à vous parler et être à l'écoute. Et c'est vrai que ces moments-là sont éphémères, ils ne durent pas très longtemps, mais sont assez intenses. Donc ça, c'est marrant, c'est que dans ces conditions, on rencontre des personnes avec qui on ne passe qu'un très court moment, et pourtant certains collègues avec qui on passe l'année ensemble, on va attacher plus de liens, ou il y a plus d'accroche avec ces moments éphémères. Donc c'est vrai que c'est des courts moments très brefs, mais très humains et très intenses. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ce côté où, assez étrangement, je me rends compte que d'aller aussi à la montagne, c'est aller à ma propre rencontre, mais aussi aller à la rencontre des autres. Donc c'est vrai que la grande traversée, malgré que c'est une traversée plus ou moins solitaire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment seul, hein, il ne faut pas se leurrer, la grande traversée, on rencontre du monde, mais ces moments sont plus vrais et plus intenses, j'ai l'impression, donc c'est des moments très humains. À refaire, je le ferai peut-être pas par les GR, donc le GR5, le GR52, bon, j'avoue que je voulais voir la Vallée des Merveilles, mais revoir en tout cas la Vallée des Merveilles, mais je ne le ferai plus, je ferai la voie normale, la voie de la grande traversée.